Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Dans le centre de la Martinique, le transport public ne fonctionne toujours pas depuis 8 jours. C'est la semaine régionale des soins palliatifs. Parmi les passages maritimes les plus importants pour le commerce mondial, outre le détroit d'Ormuz et le canal de Suez, on peut citer le canal de Panama, le détroit de Malacca et les détroits turcs. Eux non plus ne sont pas à l'abri des difficultés. Dans votre avis-compte, que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France ? Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, il y a deux manières de vivre sa vie. L'une, c'est de se dire qu'il n'y a pas de miracle. L'autre est de se dire que tout est miracle. L'eau citronnée est riche en antioxydants. Ces derniers permettent au corps de lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, des troubles cardiovasculaires, certains cancers et la plupart des maladies chroniques. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. Dans le centre de la Martinique, le transport public ne fonctionne toujours pas depuis 8 jours. En cause, la grève lancée par les salariés de Transaglo, un sous-traitant de Martinique Transport. Ils réclament toujours une forte augmentation, 300 €. Aucun rendez-vous n'est prévu, ni avec la direction de l'entreprise, ni avec Martinique Transport. Rappelons que les personnes touchées par ces grèves sont les plus humbles, qui n'ont pas de voiture et souvent les personnes âgées. Dans les circonstances actuelles, les taxicos sont d'un grand secours. L'usine du Galion s'attend à broyer cette année 40 000 tonnes de canne à sucre, soit 10 000 tonnes de plus que l'an dernier. Elle va produire environ 2 000 tonnes de sucre. À l'occasion des journées usines ouvertes organisées vendredi 20 et samedi 21 mars, la MPI, Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, a organisé des visites dans ce secteur pour les jeunes. Incontestablement, une excellente initiative qui a été très appréciée par ceux qui en ont été bénéficiaires. Les premiers jours de la guerre contre l'Iran coûtent déjà une fortune aux États-Unis et la facture ne fait que commencer à grimper. Selon un briefing présenté au Congrès par le Pentagone, l'opération Epic Fury a englouti plus de 11 milliards 300 millions de dollars en seulement 6 jours. Ce chiffre ne tient même pas compte de tous les frais de préparation des frappes, ce qui signifie que le coût réel est nettement supérieur. Rien que pour les 2 premiers jours, près de 5 milliards 600 millions de dollars de munitions auraient été tirés, un niveau bien au-delà des estimations initiales. Des think tanks américains donnent des ordres de grandeur encore plus inquiétants. Le coût des 100 premières heures du conflit ont été estimés à environ 3 milliards 700 millions de dollars, soit près de 900 millions de dollars par jour. À ce rythme, une campagne de 3 semaines pourrait aisément atteindre les dizaines de milliards de dollars, rappelant à quel point une guerre moderne pèse rapidement sur le budget fédéral américain. La collectivité territoriale de Martinique informe les usagers de la route que des travaux sont réalisés du 23 au 27 mars 2026 de 21h à 5h du matin sur la RN1 entre l'échangeur des Mangles et le giratoire de la gendarmerie du Lamentin, sur la RN9 et la RN5 entre le pont de Carrère et la station Total, et sur la RN1 entre l'échangeur de Galion et l'entrée de Bac à Trinité. Les iguanes rayées continuent d'être très présents dans notre environnement. Rappelons qu'ils menacent les iguanes endémiques, c'est-à-dire les iguanes martiniques.
Ils sont de couleur verte et s'observent surtout sur les plages et dans les arbres. La saison de ponte des tortues marines a commencé. Plus d'une centaine de bénévoles se sont déjà mobilisés pour les protéger. 150 autres personnes sont en formation pour acquérir cette compétence. Le secteur du BTP en Martinique recrute, mais peine encore à connecter les talents aux opportunités. C'est dans ce contexte qu'est organisée du 24 au 28 mars la semaine du BTP, dont le salon des bâtisseurs 27 et 28 mars constitue le temps fort. La semaine du BTP s'articule autour de 2 dispositifs. Le salon des métiers Bissolde, 24 au 27 mars, dédié à la découverte des formations et à l'orientation niveau collège. Le salon des bâtisseurs, du 27 au 28 mars, dédié aux entreprises, aux métiers et à l'emploi grand public. Le salon des bâtisseurs va réunir sur un même site formation, entreprises et public, organisé le 27 et 28 mars à l'hippodrome de Carrère. Il réunira 80 exposants, proposera 32 conférences, des démonstrations de métiers, des jobs et stages dating, un challenge engin BTP, une soirée de gala le 26 mars avec une exposition et une remise de prix. On a été très frappé par la complicité entre Arnaud René Corail et Nathalie Gratte, qui l'a battu au 2e tour des élections municipales. Rappelons que M. René Corail était maire des Trois-Îlets depuis 37 ans. Et puis, les éleveurs touchés par le chlordécone perçoivent 250 € par animal en dessous de 40 animaux. Bien entendu, ils estiment que c'est insuffisant. Cet argent est versé par la collectivité territoriale de Martinique. Parmi les passages maritimes les plus importants pour le commerce mondial, outre le détroit d'Ormuz et le canal de Suez, on peut citer le canal de Panama, le détroit de Malacca et les détroits turcs. Et eux non plus ne sont pas à l'abri de difficultés d'ordre divers. Reliant les océans Pacifique et Atlantique, le canal de Panama gère environ 2,5% du commerce maritime mondial, une part modeste, mais concentrée sur des cargaisons à forte valeur stratégique comme les conteneurs, les voitures et les céréales. Il transporte environ 40% des expéditions de conteneurs des États-Unis, évaluées à 270 milliards de dollars par an. Sa vulnérabilité provient à la fois du climat et de la géopolitique. En 2023 et 2024, de graves sécheresses ont fait chuter le niveau des réservoirs d'eau douce, imposant des restrictions sur le nombre et la taille des navires. Et on sait que début 2025, Trump a menacé d'en prendre le contrôle. Quant au détroit de Malacca, il est la voie maritime la plus fréquentée au monde. Il transporte 24% du commerce maritime mondial, dont 45% du pétrole brut et 26% des voitures. Il abrite également Singapour, qui possède le 2e port de conteneurs le plus actif au monde. C'est la principale porte d'entrée pour les importations énergétiques de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. Or, la piraterie y reste une préoccupation persistante, avec plus de 130 incidents signalés en 2025. Mais le principal risque est géopolitique. Une escalade des tensions entre la Chine, les États-Unis ou l'Inde pourrait gravement perturber le trafic. Le détroit est aussi exposé aux catastrophes naturelles comme les tsunamis et l'activité volcanique. Ainsi, le tsunami de 2004 a causé d'importants dégâts aux infrastructures côtières.
Enfin, les détroits turcs de Bosphore et les Dardanelles constituent la seule route maritime entre la mer Noire et la Méditerranée. Les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles assurent 3% du commerce maritime mondial, dont environ 20% des exportations mondiales de blé provenant d'Ukraine, de Russie et de Roumanie. Avec seulement 700 mètres de large à leur point le plus étroit et traversant le centre d'Istanbul, la navigation y est complexe et les collisions mineures sont fréquentes. C'est la Turquie qui contrôle l'accès militaire à ces détroits et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, elle y a restreint le passage des navires de guerre tout en maintenant le trafic commercial. Une nouvelle escalade dans la région de la mer Noire pourrait perturber cet équilibre et déstabiliser les marchés mondiaux des céréales. Ces détroits sont en outre exposés à l'activité sismique élevée de la région. Le procès de Nicolás Maduro, l'ancien président de la République du Venezuela, enlevé par Donald Trump, va commencer jeudi aux États-Unis. Il est accusé de trafic de drogue. En Guadeloupe, Michel Mado a battu le président de région Arishalus à Baie-Mahault pour la première fois depuis près de 20 ans. La mairie de Baie-Mahault s'est jouée au second tour. Au premier tour, Arishalus avait recueilli un peu plus de 32% des voix, talonné par Michel Mado à seulement 200 voix. Les deux listes ayant dépassé les 5% au premier tour ont choisi de rallier Michel Mado. À La Réunion, le volcan de la Fournaise est en éruption depuis le 13 février 2026 pour la deuxième fois cette année. Mi-mars, les coulées ont atteint l'océan. Lorsque les coulées de lave sont arrivées à l'océan, le contact brutal de la lave chaude à 1130 degrés et l'eau ont donné naissance à des plateformes volcaniques qui semblent agrandir l'île. Une trentaine de députés de tous bords, majoritairement de gauche, mais aussi du MoDem, du groupe parlementaire LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, et du parti présidentiel réclament l'inscription d'un droit à l'eau dans la charte de l'environnement. L'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, propose aux entreprises, prioritairement les TPE-PME, des services, méthodes et outils pour concilier qualité de vie, conditions de travail et performance globale. C'est dans ce cadre que le jeudi 12 mars, de 11h à 11h30, l'ANACT a proposé à une équipe d'opérateurs de l'ACOLA, entreprise spécialisée dans les travaux publics, une intervention sur leur chantier durant leur temps de causerie. Un moment convivial qui fut riche de partage d'expériences. De telles rencontres, de nature à resserrer les liens entre travailleurs, ont également lieu dans les administrations. Ainsi, le vendredi 6 mars, de 10h à 12h30, au cours du rendez-vous annuel brunch ticosé de la mairie de Fort-de-France, un atelier débat a été organisé sur le thème « Femmes et hommes, renouons le dialogue ». L'occasion d'un partage riche de points de vue avec la participation d'une trentaine d'agentes et d'agents, toutes catégories socioprofessionnelles confondues. Le lundi 9 mars, de 14h à 16h, c'était la Cour d'appel qui, lors de sa journée égalité professionnelle femmes-hommes, diversité, avait mis en place, sur proposition du ministère de la Justice, un atelier découverte destiné à ces magistrats, psychologues, greffiers et personnels administratifs. L'objectif était de définir différents concepts, d'analyser des supports illustrant des agissements et comportements à risque, mais aussi de rechercher des pistes d'amélioration possibles concernant les retours de congés paternité et maternité. D'après les participants, ce fut un super atelier à la fois didactique et interactif. Et au lendemain des élections municipales, le député Giovanni William lance aux équipes victorieuses ce qu'il appelle un appel solennel à l'intelligence collective.
Le problème est bien entendu que personne ne sait trop ce qu'est l'intelligence collective, d'autant que l'on sait bien que c'est souvent dans la compétition que le monde, celui des individus comme celui des communes, comme celui des États, fait des progrès significatifs. Plusieurs élus martiniquais, notamment le socialiste Joseph Manscour, l'ancien maire de Trinité, ont rendu hommage à Lionel Jospin, décédé à l'âge de 88 ans. Un temps fort pour renforcer les compétences des professionnels et valoriser l'accompagnement et la qualité de vie des patients, c'est ce que précise l'ARS. À l'occasion de la Semaine régionale des soins palliatifs, organisée du 23 au 27 mars 2026 par la cellule d'animation des soins palliatifs, l'ARS Martinique se mobilise aux côtés des acteurs du territoire pour renforcer l'information des professionnels de santé qui prennent en charge les patients en soins palliatifs, ainsi que pour améliorer l'accompagnement de leurs proches, qu'ils soient aidants ou non. Cette action collective vise à consolider les bonnes pratiques au sein des secteurs hospitaliers, médico-social et libéral, afin de garantir une prise en charge harmonisée et cohérente sur l'ensemble du territoire. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Nous vous écoutons. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Eh ben, je savais pas qui est sorti. Parce que ça m'intéresse pas. C'est pas un sujet qui m'intéresse et honnêtement, malheureusement, il y a aucun candidat. Ils se valent tous en fait. Il y en a pas un qui sort du lot. Donc voilà. Je suis un petit peu déçu parce que par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant avec Monsieur Laguerre, il a quand même fallu un changement pour autre chose. Pour Fort-de-France. Moi, je suis pas d'accord du tout. Ce monsieur m'aspire pas pour être maire parce que vu son comportement et tout. Et puis les gens ne disent pas les choses en Martinique. Quand il revenait de France pour son procès et tout, sa façon de faire, moi je n'ai pas apprécié du tout. Parce que les Martiniquais ont besoin d'explications et tout. Il n'a rien donné comme explication. La seule chose qu'il a dit, qu'il va porter plainte contre ces gens qui étaient à l'aéroport. Je ne l'apprécie pas du tout, ce monsieur. Et la justice a jugé quand même. Et la justice l'a jugé, oui, mais c'est pas fini. Et puis on attend. On attend pour voir les choses. Parce que moi, je me souviens que le R, tout le monde le critique et tout. Il a voulu faire quelque chose de bien pour la Martinique. Et ce monsieur aussi, il y a des choses qui se passent au niveau de la CTM partout. Et les gens ne parlent pas. Et pour moi, on le prend pour le voyou. Alors que les autres ont aussi leurs problèmes. Et on essaie de cacher les choses en Martinique. Et on a besoin d'être suivi. On a besoin du monde pour faire les choses comme il faut. Pour que les choses puissent marcher autrement. Alors, je pense que les résultats ne sont pas très, je dirais intéressants, parce que finalement, on voit que le maire sortant n'a pas la majorité limite, et il va devoir quand même travailler avec deux autres candidats qui sont pas du même parti et beaucoup d'opposition. Moi, je pense que ça va être un peu compliqué, la gestion de Fort-de-France pour le maire réélu. Que pensez-vous du résultat des élections municipales à Fort-de-France? Je trouve que les gens ne sont pas cohérents parce qu'ils disent que ça ne mange pas de Fort-de-France c'est ça, Fort-de-France il manque ceci, il manque cela, et quand même ça, ils veulent mettre les mêmes personnes là. Moi je ne comprends pas. Mais ville, c'est s'attendre à ça, que la guerre allait repasser, puisque le problème qui est là, ce sont toujours les mêmes et ça ne fait qu'en continuer, quoi. Ouais. Je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite parce que on aurait pu avoir un autre résultat si l'entente, si l'alliance était bien faite et puis
si on avait un autre esprit, quoi. Mais oui, parce que chacun a voulu être tête de liste, tête de file. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est litigieux. Il y avait une guerre de machin, de clans entre les politiques, là, les anciens. Voilà. Ça n'a pas été très construit. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Vous nous avez fait savoir ne pas avoir trop compris la conclusion du savoir et réfléchir d'hier. Il est vrai que sa rédaction n'était pas des plus claires. Redisons-la en tentant de l'améliorer. Et le problème, disons-nous, ce n'est pas que la France, à cause de ses problèmes financiers, ne souhaite pas à l'avenir garder ses outre-mer, c'est qu'elle ne le pourra pas. Alors, s'inquiètent certains, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous faut dès maintenant proposer des solutions. La première serait de supprimer le ministère des Outre-mer qui, à l'heure de l'email et du WhatsApp, c'est-à-dire d'une communication facile et quasi instantanée, ne sert plus à grand-chose. En même temps, il faudrait décider de prélever sur les 13 régions hexagonales les sommes qui viendraient à manquer pour les 5 régions ultramarines. Au nom du droit à l'égalité dont nous devons bénéficier dans le cadre de la Constitution, mais également et surtout au nom de tout ce que nous avons fait pour que la France soit le grand pays qu'il est actuellement. C'est comme un retour sur investissement. Voilà, c'est ce que nous disions hier. Par ailleurs, vous le savez, nous avons souvent reproché aux intellectuels antillais, et notamment aux économistes, de ne faire, concernant notre situation, que des constats. Nous parlons volontiers de froids constats d'huissier. Mais il semble que Jean Marinol, le très prolixe économiste guadeloupéen, nous ait entendus. Il a écrit un long texte, 6 fois la longueur de nos SER, pour expliquer que nous ne devons plus penser en termes de développement agricole, mais en ingénierie industrielle de type agroalimentaire. Ce sont ses propres termes. Et il précise, citons-le, le défi n'est donc peut-être pas de produire toujours plus, mais d'inventer une nouvelle manière de penser l'alimentation et le développement économique, non plus seulement comme une activité agricole traditionnelle, mais comme une industrie de l'intelligence et de l'innovation. Fin de citation. Et pour lui, citons-le encore, la guerre en Iran, qui rend plus difficile et plus onéreuse toutes sortes d'importations, montre que la véritable question pour la Guadeloupe n'est peut-être pas seulement celle de la souveraineté alimentaire au sens classique du terme, mais celle de la souveraineté technologique et scientifique dans le domaine de l'agroalimentaire de type industriel. Dans un monde où les tensions géopolitiques peuvent à tout moment bouleverser les flux énergétiques et les chaînes d'approvisionnement, les territoires capables de concevoir les technologies alimentaires de demain disposeront d'un avantage stratégique décisif. Et si le véritable enjeu n'était plus de produire davantage, mais de concevoir autrement l'ensemble du système agricole. Fin de citation. Bien entendu, on ne peut qu'approuver ce discours, nous l'avons nous-mêmes souvent tenu. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien. Après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé, femmes enceintes et alcool. Le placenta ne filtre pas l'alcool. Résultat, il suffit qu'une femme enceinte boive un verre de vin pour que le fœtus y soit immédiatement exposé. En cas d'alcoolisation répétée, les structures cérébrales en développement chez le bébé, donc particulièrement sensibles, peuvent être altérées.
Or, les conséquences à long terme du syndrome d'alcoolisation fœtale dont souffriraient environ 500 000 Français sont irréversibles. Troubles de l'apprentissage, de la mémorisation, du comportement, hyperactivité, agressivité, tendance addictive. Dans un récent rapport, l'Académie de médecine rappelle que la consommation d'alcool ne cesse d'augmenter pendant la grossesse, malgré la recommandation officielle zéro alcool pendant la grossesse. C'est pourquoi elle recommande que l'alcoolisation fœtale soit considérée au même titre que le diabète gestationnel et l'hypertension gravidique comme une maladie chronique qui impose chez la mère une surveillance, des contrôles et des dosages biologiques afin de prévenir les désordres fœtaux. Il est urgent de renforcer la prise en charge du syndrome d'alcoolisation fœtale, et cela en utilisant les autoquestionnaires remis aux futures mamans qui permettent sans les culpabiliser de surmonter l'écueil du déni et par là même de rechercher une alcoolémie chronique grâce à une simple analyse et à un dosage dans le méconium, matière expulsée dans les premières selles du bébé après l'accouchement. Ces deux nouveaux biomarqueurs sont largement utilisés dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange et Bouygues en France. Retrouvez votre journal sur notre site kmttélévision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. À demain et que Dieu garde la Martinique.